Bonjour et bienvenue à cette entrevue avec l'écrivaine Fanny Britt. Bonjour Fanny. Bonjour. Vraiment contente de te recevoir ici à la bibliothèque de Repentigny, la bibliothèque Robert-Lucier. Tu sais qu'on a un club de lecture à Repentigny et ton livre, Les Tranchées, c'est donc notre livre du mois de novembre. C'est formidable. Donc, on a vraiment envie d'en parler avec toi. D'ailleurs, c'est un livre qui est paru quand même il y a, quoi, en 2013. Oui, il y a 7 ans. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce qui avait motivé, c'est un livre sur la maternité, tu es mère de 2 enfants, qu'est-ce qui avait motivé l'écriture de ce livre-là? Bien, en fait, c'est vraiment une initiative de Marie-Claude Bocage qui est réalisatrice de radio, mais qui est aussi associée à Atelier 10 depuis longtemps. Puis on se connaît dans la vraie vie, puis elle m'avait entendu... Donc, maison d'édition. Atelier 10, Atelier exact, 10. qui publie aussi Nouveaux projets. Puis elle est dans le comité éditorial de Nouveaux projets, puis Atelier 10 depuis les débuts. Puis on se connaît dans la vraie vie, puis on se côtoie, puis elle m'entendait souvent me prononcer avec ferveur et passion sur les sujets qui entourent disons, l'image de la mère dans la société actuelle, les clichés, puis les dictats, les injonctions qui sont liées à la maternité. Puis elle m'a vraiment proposé ça tout de go. T'aimerais pas écrire là-dessus à chaud un essai dans l'urgence? Puis j'ai eu très peur. Au début, j'ai dit non. Ça a pris du temps à me convaincre parce que j'étais pas... Mais c'est la première fois, tu es une auteure de théâtre et voilà. tout ça, mais c'est la première fois que tu écrivais un essai, donc exact. au jeu. Oui, et moi, j'avais peur du format essai. J'avais l'impression que j'étais pas assez... je sais pas, j'étais pas assez intellectuelle dans mon approche. J'étais pas une académique. Ça m'intimidait beaucoup le terme essai. J'avais l'impression qu'il fallait que je fouille le sujet d'une manière... c'est ça, un peu académique. Puis les essais d'Atelier 10 ne sont pas du tout construits comme ça. En fait, ils privilégient vraiment les essais lyriques, les essais personnels, les essais littéraires aussi. Proche du récit, en mais fait. vraiment proche du récit, puis avec des formes éclatées, très libres, beaucoup de liberté dans la construction. Alors, après avoir lu les premiers essais de la collection, j'ai dit « OK, d'accord, je me lance ». Je reste souvent longtemps sur le bord de la piscine avant de me lancer, mais là, je me suis lancée. Donc, on va sûrement, évidemment, reparler des tranchées. Ensuite, il y a eu Les Retranchés en 2019, qui est une sorte de suite à cet essai-là. Tu viens de publier un roman, ton 2e roman, Faire les sucres. Évidemment, ça aussi, on a envie d'en parler avec toi. Mais peut-être un peu ton parcours pour commencer. Donc, tu es née à Amos en 1977, une mère enseignante, un père dentiste. Tu racontes dans Les Retranchés que quand tu avais 3 ans, tes parents se sont séparés et là, tu as suivi ta mère à Montréal. Quel genre de petite fille tu étais? J'étais une petite fille anxieuse, très habitée par mon imagination dans ce que ça avait de bon et de moins bon. Donc, j'ai inventé, j'ai travaillé dans la fiction assez petite. J'ai inventé des histoires toutes petites, jusque dans ce que je m'inventais dans ma tête, si ma mère sortait le soir, puis que je trouvais que ça prenait du temps avant qu'elle rentre. Là, tu écrivais là-dessus? Oui, j'ai fait je faisais des petits magazines sur... je me souviens, à un moment donné, elle était allée à New York avec des amis, puis pendant qu'elle était partie, j'avais écrit un magazine comme pour... c'était comme pour sortir tout ce qui m'habitait comme angoisse dans le fond. Ce qui t'inquiétait? Oui, ça a été une soupape pour l'inquiétude toute ma vie, vraiment toute ma vie. Donc, du journal intime à la fiction, au faux journalisme que je pouvais pratiquer quand j'avais 8-9 ans en tapant sur ma dactylo. Je pense que j'utilisais beaucoup l'écriture pour me calmer, en fait, littéralement. Donc, j'étais une enfant anxieuse, une enfant qui lisait, puis qui écrivait, puis qui mangeait des bonbons en cachette. C'est pas mal ça. Je ne sais plus si c'est dans Les Tranchées ou Les Retranchés. À un moment donné, tu racontes, je pense que tu as 10 ans, tu es avec ta mère au complexe des Jardins. Oui. J'ai fait même 7 ans. J'étais vraiment 7 ans? jeune. C'est terrible d'avoir fait subir ça. Puis là, tu te sauves, ça. tu ne dis pas à ta mère, puis tu te sauves. Oui. Puis là, elle ne sait pas t'es où, là, puis ça dure, là. Oui, j'ai fait une fugue. J'ai fugué du complexe des Jardins jusque chez moi sur de Lorimier. Hey, c'est loin, ça, là. Il a fallu que je marche longtemps.
Je ne sais pas comment j'ai retrouvé mon chemin, honnêtement, c'est un miracle. Je veux dire, début des années 80, là, le complexe des Jardins, c'était inquiétant. Là. Ma mère, elle n'était pas montréalaise d'origine non plus. C'était un repère de pédophiles? Oui, c'était pas un endroit chouette. Là. Il y avait des exhibitionnistes. Donc, j'ai vraiment fait subir quelque chose de très désagréable à ma mère, je m'en excuse. Mais j'avais un peu ce petit caractère-là aussi. Ça m'arrivait d'avoir des éclats d'indépendance et de colère. Ça faisait aussi partie de ma personnalité de faire un peu des coups d'éclat comme ça. Quand tu avais 19 ans, donc vous étiez 3 enfants chez vous. Oui. Il y a un de tes frères qui est mort accidentellement dans un incendie. Donc, tu avais 19 ans, il y en avait 21, 21, voilà, oui. Donc, tu en parles dans les tranchées, dans les retranchées. On peut s'imaginer la douleur que ça représente. Est-ce que ça a changé ta vision de la vie et de la mort? Oui. À cet âge-là, 19 ans quand même. Oui, je ne sais pas si ça l'a changé, ça l'a influencé beaucoup. Ça a marqué ma vision de la vie, mais j'étais déjà quelqu'un qui anticipait le malheur. Hein. J'étais déjà... C'est pas comme si je suis passée comme de l'innocence à la lucidité. J'étais déjà très habitée par des superstitions puis par l'idée du malheur. Donc, d'une manière très tordue, ça a confirmé certaines anxiétés que j'avais déjà par rapport au malheur, où on m'a tellement répété dans ma vie, « Voyons donc, arrête de t'en faire avec des histoires comme ça, t'exagères, ça n'arrive pas dans la vraie vie, ces choses-là, etc. » Puis là, ce genre de malheur-là qui arrive rarement est arrivé dans notre famille. Puis, en fait, ça a cristallisé des inquiétudes qui m'habitaient déjà. Ça a été un long travail après d'essayer de les défaire, ces espèces de nœuds qui ont été tendus quand ça s'est arrivé. Mais je dirais que, par contre, ça a eu un impact très, très fort sur... j'ai l'impression que ça m'a empêché de suivre un chemin de conformité ou de faire des choix trop rationnels par la suite. J'ai l'impression que j'ai toujours été habitée ensuite par une urgence de faire des choses qui ont du sens pour moi, de ne pas obéir à un chemin tracé d'avance, disons, ou à un plan de carrière ou quelque chose comme ça, mais de vraiment essayer d'aller au bout des choses qui m'intéressent. C'est d'ailleurs... c'est arrivé en 97, puis c'est en 98 que j'ai fait une demande pour l'École nationale de théâtre en écriture. Donc, ça a certainement eu un impact sur mon choix d'aller étudier en théâtre. Mais pourquoi théâtre? Est-ce que tu écrivais des petites histoires? Oui, tout? oui. Ouais. Il y a plusieurs raisons à ça, mais en fait, je suis complètement tombée en amour avec le programme, dans la brochure de l'école, que ma meilleure amie avait ramassée parce qu'elle faisait ses auditions comme comédienne. Je ne savais pas que ça existait. Puis quand j'ai vu qu'il existait un programme où environ 2 étudiants par année étaient admis pour, pendant 3 ans, développer une pratique d'écriture très concrète. J'ai été tellement séduite parce que j'avais l'impression que ça existait nulle part ailleurs. C'est un peu vrai. Oui. Parce que même en création littéraire à l'université, il y a beaucoup de... C'est des groupes. C'est des gros groupes, puis il y a quand même toute une formation théorique autour de ça. Oui. Qui me manque aujourd'hui? Honnêtement, j'aurais aimé aussi faire ça. J'aurais aimé tout faire, mais puis on avait aussi certains cours théoriques à l'École nationale, mais c'était surtout un programme de pratique concrète, puis ça a été un immense cadeau dans ma vie de pouvoir étudier là. Je suis allée dans une école secondaire où on faisait du théâtre, fait que ça ne m'était pas totalement étranger. J'avais déjà écrit des petites pièces au secondaire, puis même au primaire, j'avais écrit une pièce sur les pères de la Confédération en 5e année pour le cours de sciences humaines. Mais justement, ça a été une décision assez impulsive, assez spontanée. J'ai vraiment juste suivi mon instinct du moment, mon envie du moment, même si on peut dire que ça n'annonçait pas nécessairement un chemin tout tracé vers du travail et de l'autonomie financière, disons. Mais c'est pas une job nécessairement avec sécurité d'emploi. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais justement, je pense que j'avais l'impression que ça valait le coup de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Puis ça avait du sens.
Donc, tu sors en 2001 oui. de l'école de théâtre et là, tu commences à faire de la traduction de pièces de théâtre, oui. ensuite de romans aussi. Oui. Qu'est-ce qui t'attirait dans la traduction? Est-ce Ben, que c'est un gagne-pain? Ah, mais c'est un... Non, c'est une grande... j'ai un grand amour pour la traduction. J'espère en faire toute ma vie. Mais j'ai été un petit peu anglophile depuis toujours. Quand je me suis mise à apprendre l'anglais vers quatrième année, j'ai comme tout de suite eu une espèce d'affinité pour la prose en anglais, la fiction en anglais. Ça m'a attirée beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose dans la rythmique me vraiment collait dans mon oreille. Après, bon, il y a eu des influences de la culture populaire très, très fortes. Quand j'ai vu La Société des poètes disparus, là, ça a été tellement une révélation dans ma vie. Et pour la littérature anglaise et pour toute l'écriture en anglais, la création en anglais. Donc, ça m'a comme suivi toute l'adolescence, cet amour-là pour la poésie anglaise. Puis là, j'ai découvert Emily Dickinson, puis Jane Austen, puis les Sœurs Brontë. Puis ça a été tellement fort, cette influence-là, pour moi. Je suis toujours restée très près des œuvres en anglais. Puis à l'école, on nous a proposé un cours en traduction théâtrale. Et j'ai capoté, j'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé traduire de la langue parlée, parce que c'était déjà quelque chose que j'aimais beaucoup faire, dialoguer pour la scène, qui est complètement une autre écriture qu'écrire pour la page. Puis j'ai tellement aimé traduire des pièces, surtout des pièces contemporaines, anglaises ou américaines ou irlandaises. Puis j'ai eu la grande chance d'avoir un contrat en sortant de l'école pour La Licorne. D'abord à Québec, un contrat pour le Théâtre Niveau Parking, puis ensuite pour La Licorne, un texte irlandais assez difficile. Puis j'ai été coachée par Jean-Marc Dalpé pour cette première traduction-là à Montréal. Fait que c'était comme une Cadillac d'apprentissage. Puis j'ai eu vraiment la piqûre, ça ne m'a jamais lâché après. Et donc, ta première pièce à toi, c'est en 2003, l'Espace libre, je pense. Oui, c'était la reprise de ma pièce de finissante à l'école, Honey Pie. Ouais. Qui se passe dans un bar de danseuses. Oui, à Maniwaki. À Maniwaki. Mais mon père vient de Maniwaki. OK. La famille Britt vient de Maniwaki, donc c'est le lieu de mon enfance, de mes étés d'enfance, parce que ma famille paternelle avait un chalet dans la région. Écoute, là, j'étais vraiment dans ma phase très américanité, très... j'avais une passion pour Paris, Texas, de Wim Wenders, cet univers-là mélancolique de l'Amérique triste, esselée, destituée. Oui, c'est ça. J'étais vraiment dans cette phase-là. J'aimais beaucoup le vieux country des années 50-60. Fait que, oui, c'est ça. C'était ma pièce de finissante. Oui. Puis j'avais une classe avec beaucoup d'actrices aussi, des formidables actrices, dont Evelyne Gélina, qui jouait Honey Pie, le rôle titre. Puis j'étais très inspirée aussi par les filles avec qui j'étudiais. Les personnages féminins. Ouais. La pièce qui va t'apporter le plus grand succès, c'est Bienveillance, qui t'a valu en 2013 un prix du gouverneur général en théâtre, où il est question, bien sûr, de bienveillance. Est-ce que c'est une valeur importante pour toi, la bienveillance? Bien, oui, bien sûr, mais aussi, je dirais, ces personnages-là dans Bienveillance, comme c'est souvent le cas avec mes personnages, ces personnages-là sont particulièrement pris dans le dilemme de... Parce que c'est facile, en fait, de vouloir la bienveillance ou c'est un peu comme une vertu contre laquelle on ne peut pas se positionner. On peut pas se positionner contre la bienveillance, c'est impossible. Mais si ça risque de jouer contre nous, voilà. contre nos intérêts, c'est ça. C'est toute la question pour moi centrale de bienveillance, puis aussi d'une certaine manière de faire les sucres maintenant, puis les questions que je me suis posées dans Hurlevent récemment au théâtre aussi, c'est toute la question de quand est-ce que mon intérêt personnel doit être sacrifié au nom de cette fameuse soit justice, équité, bienveillance envers les autres. Quand je suis face à cette question-là, est-ce que je choisis vraiment mes valeurs
ou je choisis mon intérêt. Mon ego. Mon ego, mon intérêt, mes désirs, mon besoin de confort, mon besoin d'attention, etc. Puis c'est des questions qui m'intéressent parce que je trouve qu'on est pris avec ce dilemme-là beaucoup, puis que tant qu'on n'est pas capable de sacrifier un peu de notre bien personnel pour le bien collectif, bien, je pense qu'on va rester pris un peu dans le chaudron dans lequel on est présentement, où malgré les petits pas qu'on fait des fois vers l'équité ou la justice, on finit très souvent par défaire ces pas-là en se priorisant finalement dans plusieurs de nos choix. Son propre petit confort. Son propre confort, son cocon, protéger sa propre famille. Mais c'est une vraie contradiction. C'est une vraie contradiction de notre époque, vraiment. On a beau avoir des valeurs. Il y a une pièce, je pense que ça n'a pas été joué, ta pièce L'Isis. Ben non, à cause de la pandémie. Alors, on était à 1 mois de la première. Au TNM? Au TNM. C'était un gros projet que j'avais coécrit avec ma meilleure amie, Alexia Burgère, qui est ma meilleure amie depuis la 5e année du primaire. Fait qu'on on est comme... Qui est dans ton livre Les Tranchées, d'ailleurs. Avec qui je dialogue dans Les Tranchées, que je suis retournée voir pour Les Retranchées, qui est toujours dans ma tête. On est toujours ensemble. Mais l'Isis, c'est vraiment... Ça s'inspire donc de Lysistrata, une pièce de l'Antiquité grecque. Dans Lysistrata, les femmes faisaient la grève du sexe pour que la guerre cesse. Voilà. Dans ta pièce, ils font la grève de la maternité. Si oui, en fait, c'est ça. C'est plus la grève des ventres parce que c'est comme vraiment une grève sociale des femmes qui refusent de continuer à produire du matériau à augmenter la machine capitaliste. Comme s'il disait, tant que le système ne ressemblera pas dans sa diversité, dans son équité, à celles qui font naître ces enfants-là, bien, nous, on vous refuse cette chose-là. Et c'est comme un peu le dernier pouvoir qu'on a sur vous, les dirigeants. On dit non. Donc, nous, on trouvait ça plus intéressant de l'aborder sous cet angle-là que la grève du sexe, parce qu'on avait l'impression que sinon, ça jouait dans des vieux clichés sur les hommes et les femmes, que le sexe est un cadeau que les femmes font aux hommes. Ouais. OK. Mais la maternité, bien là, c'est vraiment féminin, en fait. Bien, ça semblait être comme un peu le dernier pouvoir, le dernier levier qui est encore réservé uniquement aux femmes de porter des enfants. On ne sait pas jusqu'à quand. On ne sait pas jusqu'à quand, évidemment. Ouais. Donc, maternité, on en parle donc justement Les Tranchées. Oui. Donc, dans ce livre-là, tu parles des paradoxes de la maternité. Donc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a des grands moments de joie, mais il y a aussi des moments très difficiles. Puis on sent que des fois, là, c'est un cri du cœur. C'est comme genre, j'en ai marre là, de ce qu'on m'impose parce que je suis mère. Oui. Bien, à l'époque où j'ai écrit Les Tranchées, je trouvais qu'on baignait dans un peu dans un climat dans la culture populaire où les mères étaient soit idéales, parfaites, parfaitement affectueuses, jamais en colère et surtout jamais ambivalentes par rapport à leur rôle de mère, ou alors il y avait comme l'espèce de clown de la mère indigne qui se fout un peu de ses enfants. Prend un verre. Oui, puis qui est un peu comme fière de brandir son indifférence envers ses enfants. Puis je me disais, bien, je me reconnaissais dans aucune des deux. Est-ce qu'on est obligé de choisir l'un ou l'autre? Est-ce qu'on est obligé de choisir l'un ou l'autre? Puis aussi, je me disais, c'est une expérience qui est tellement complexe puis tellement multiple. J'aimerais ça qu'on en parle de manière complexe et multiple. J'avais vraiment envie d'aborder une chose qui est tellement dure à décrire, l'ambiguïté. C'est tellement quelque chose qui est difficile à décrire parce que c'est un peu informe, hein? C'est un peu mouvant, l'ambiguïté. On n'est ni à un endroit ni à un autre. On change d'avis, on balance entre un et l'autre. Mais c'était ça mon défi. Je me disais, bien, peut-être à travers une multiplicité de points de vue, puis même à travers mes multiples états à moi. Parce que tu fais appel donc à des femmes, tes amies, certaines qui ont des enfants, certaines qui n'en ont pas, certaines qui en veulent puis qui ne sont pas capables d'en avoir. Donc, toujours un regard un peu circulaire sur la maternité. Oui, j'avais envie que ça soit plusieurs points de vue, pas seulement le mien, puis qu'à travers ces points de vue-là, on puisse constater qu'il y a plusieurs chemins, qu'il n'y en a pas qu'un seul, puis que même une fois un chemin choisi, il n'est pas dit qu'on doit rester là, qu'on est comme
en progression tout le temps dans notre rapport à la parentalité. Puis en même temps, il y avait des zones très personnelles dans ce livre-là. Fanny, tu dis à un moment donné dans Les tranchées, est-ce qu'on ne peut pas à la fois aimer nos enfants d'une fièvre éperdue et ressentir également, parfois dans la même seconde, l'urgence de partir au bout du monde, loin de ses enfants? Bien oui, mais c'est ça. Je pense que dans cette phrase-là, je voulais un peu capter l'idée que c'est presque insupportable d'aimer autant nos trop fort. enfants. C'est comme un sentiment qui est trop fort. Puis c'est aussi un lien qui est tellement... qui est chargé, qui n'est pas juste pour une longue période de temps ou qui n'est pas juste comme rempli de responsabilités, mais il est aussi chargé de tout ton fil d'identité. C'est comme une racine après qui est vraiment indélogeable. Puis des fois, ça peut quasiment mener à une sorte de ressentiment ou de rancune. Puis c'est pour ça que des fois, il y a comme un genre de combat. Tu veux absolument pas les quitter. Puis en même temps, tu voudrais t'arracher de cette affaire-là qui te garde en fait les pieds sur terre, ce qui est une grande qualité de ce genre de lien-là, mais ça peut aussi t'empêcher de voler par bout. Donc, c'est un peu ce paradoxe-là que je voulais illustrer. Tout à fait. À un moment donné, dans le livre, tu fais une prière. Alors, j'aimerais ça, si tu voulais nous en lire peut-être un extrait. Alors, on dit qu'un second mariage, c'est le triomphe de l'espérance sur l'expérience. Une citation parfaite, un peu drôle, un peu cynique, surtout vraie. Une citation qui prend la honte à bras-le-corps et qui lui fait la prise du marteau-pilon en lui criant « Qu'un-toi, tu m'auras pas vivante ». Je voulais une prière comme ça, en forme de prise de lutte. Parce que le temps de la honte est révolu. J'ai beaucoup pleuré la faillite de ma première union, ma famille explosée. Je l'ai portée pendant des années au poignet comme un tatouage de prisonnier. Je l'ai cachée fautive sous mon sourire de fille qui assume. Je l'ai parfois cajolée, c'est vrai, je me suis parfois drapée de complaisance, j'ai eu envie de m'y vautrer. J'ai surtout foncé tête baissée dans ce qui m'attendait. J'ai souri à mon fils et j'ai changé seule les ampoules du plafond sans broncher. Et j'ai prié. Un nouvel amour, une nouvelle marche, j'ai prié pour une nouvelle croix à porter. Et comme il faut se méfier de ce qu'on souhaite, j'ai été exaucée. Donc, tu as eu ça, c'était avant d'avoir ton deuxième enfant, avec un autre homme, donc nouvelle union. Et dans ce livre-là, à un moment donné, tu dis, OK, là, j'ai 2 enfants, mais peut-être que je devrais en avoir un 3e. Oui. Là, tu te poses la question, mais ça n'a pas l'air sûr. Oui. Finalement, dans les retranchés, je pense que tu nous dis qu'il n'y en a pas eu. Mais non, finalement, oui, c'est même dans ma biographie, dans les retranchés. Finalement, elle n'aura pas eu de 3e enfant, ni de chien, parce qu'il y a une histoire à propos d'un chien aussi dans les retranchés. C'est drôle parce que c'est remuant pour moi de voir le temps qui a passé. Ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée dans les retranchés, puis de retourner aux craintes que j'avais il y a 7 ans. Je me sentais encore très habitée par cette idée-là d'échec. C'était un échec de ne pas avoir un 3e enfant. C'était un échec de me séparer la première fois. Puis là, c'est drôle, je pense à ça maintenant, puis avec le recul, je me rends compte que c'était tellement... ça fait partie de mon parcours, c'est tout. Puis après, pendant des années... C'était peut-être pour le mieux? Bien, c'était complètement pour le mieux. Ça me semble évident maintenant. Mais puis à l'époque, je le percevais comme un échec. Ensuite, il y a eu plusieurs années où j'ai vraiment perçu ça comme un échec de ne pas avoir eu la force mentale d'avoir un 3e enfant, de ne pas avoir été cette mère absolue qui a tous les enfants, qui a tous les bébés, puis qui veut tous les bébés, puis de constater que je ne voulais pas de 3e enfant, en fait. Ça a été très difficile à admettre pour moi. C'était pas léger, c'était pas « Ah, t'en veux pas, c'est tout ». Alors que plusieurs de mes amis ont juste constaté qu'ils n'en voulaient pas et c'est tout. Pour moi, c'était tout imbriqué dans de la honte, dans une idée fixe que je m'étais faite de qui je devais être. Je me rendais compte que j'étais encore très prise avec ça. Puis là, on est à peu près un an et demi après les retranchés. Donc, c'est 2019. C'est 2019. Et puis même au moment d'écrire les retranchés, j'étais encore très habitée par cette idée d'échec-là par rapport au 3e enfant. Puis maintenant, déjà, je me sens un petit peu plus loin de ça. Puis là, je regarde en arrière, puis
je me rends compte que c'est le parcours. Puis c'est exactement ce que les deux mentors dans les tranchées et les retranchées, c'était vraiment Annie Desrochers et Madeleine Allard que je suis allée voir la première fois et retournée voir la deuxième fois, qui ont Donc, toutes Annie les deux Desrochers qui a combien? 5 enfants, puis qui est animatrice voilà. radio. Puis Madeleine Allard qui a 4 enfants, qui est une amie d'Annie. Puis pour moi, c'était super women qui font tout. Puis j'aurais donc aimé être comme elle, avoir cette vitalité-là et tout ça. Puis quand tu leur dis, vous êtes mes modèles, puis Annie te dit, ben je veux pas être un modèle. Exact. Elle dit, je veux pas répondre à tes questions. Elle dit, l'idée, c'est d'arrêter, c'est pas d'avoir les réponses, c'est de trouver une façon d'arrêter les questions. Ça, je trouvais ça brillant dans le temps, mais j'étais comme, ça sera jamais à ma portée. J'arriverai jamais à ce stade-là dans ma vie. Puis quand je suis retournée les voir, les deux me disaient, c'est notre parcours, c'est tout. Puis ça aurait pu être un autre parcours. Il y avait ça aussi. Il n'y avait pas... Ça les définissait, puis en même temps, elles auraient pu se définir autrement. Voilà. Puis ça, je trouvais que c'était une ouverture extraordinaire sur ce que la vie des femmes devrait pouvoir être, c'est-à-dire un vrai parcours personnel basé sur qui on est, puis ce qu'on souhaite, puis... Et non pas sur des dictats. Non pas sur des dictats, non pas sur l'époque dans laquelle on vit, puis surtout un parcours qui peut être mouvant aussi, qui peut faire des détours, puis des retours en arrière, puis des sauts en avant, puis juste arriver à soi-même, là, finalement. Fanny, je l'ai dit, tu viens de publier ton deuxième roman, Faire les sucres, après Les Maisons. Les Maisons, c'était quoi, il y a quelques années? 2015, oui, c'est 5 Mais dans les deux cas, il est question de maternité. C'est vrai. Hein? Dans Les Maisons, l'héroïne, elle a 3 enfants. Puis, elle a envie d'un break, on peut dire. Hein? Oui, bien, en tout cas, elle le vit, ce paradoxe-là, d'aimer fiévreusement et en même temps de se sentir un peu étouffée. Puis là, elle rencontre une ancienne flamme. Puis là, elle se dit, si je couchais avec lui, peut-être, si j'avais une aventure. Puis là, elle se met à rêver. Oui. Dans ton nouveau roman, là, on a une femme qui n'a pas d'enfant, qui arrive à pas loin de 40 ans, qui n'en a jamais voulu, mais qui quand même est un petit peu mal dans sa peau à cause de ça, à cause de la pression sociale. Elle est avec un gars depuis des années en couple, puis elle va passer à l'acte. Elle, l'adultère, ça va y aller par là. Donc, il y a quand même toutes ces questions-là, ce nœud-là, la maternité, les relations de couple. Pour toi, c'est vraiment un noyau d'inspiration. Ah oui, bien, c'est sûr que c'est toujours très fertile. Bien, parce que pour moi, la famille, c'est une société en maquette. Hein, puis en plus, c'est mon terrain de jeu principal parce que je suis quelqu'un de domestique. Je veux dire, je travaille chez moi tous les jours de l'année, puis je m'occupe de ma famille tous les jours de l'année. Tu fais beaucoup de gâteaux. Je fais de la pâtisserie beaucoup quand j'ai de la misère à écrire, là. Fait que ces dernières semaines, je suis dans un nouveau projet, j'ai une nouvelle pièce à écrire, puis j'ai vraiment de la misère. Alors, il y en a il y a des tartes, des gâteaux, des bars Nanaimo. J'ai fait ça cette semaine, beaucoup ces temps-ci. Mais oui, pour moi, c'est la famille, le couple, le rapport à l'identité sociale, c'est-à-dire notre difficulté à nous libérer du rôle social qui a été prescrit pour nous. Pour moi, ça, c'est des questions qui se déploient d'une manière super intéressante dans la famille parce que la famille nous impose des rôles aussi. Le couple nous impose des rôles. Puis je pense qu'à travers ces lieux-là, de l'ordinaire, du détail, de l'intime, ben j'essaie de parler de l'époque, puis j'essaie de parler du pouvoir. C'est ces choses-là qui m'intéressent. Dans Faire les sucres, en fait, ton héroïne, elle décide d'aller voir ailleurs parce que son chum est un petit peu dépressif, disons-nous. Il était à Martha's Vineyard.
il était dans l'eau, il faisait de la planche, puis il a foncé sur une jeune fille, puis il l'a blessée très sérieusement au genou. Mais lui, quand il pense à ça, ce qu'il se dit, c'est « soit là, j'ai failli mourir Oui. ». Puis dans le fond, plutôt que de penser à la fille qui a blessé, il pense à sa petite personne, exact. Puis il se met à faire une déprime. En fait. Oui, exact. Pour lui, c'est comme une espèce de brèche, en fait. C'est comme une brèche qui s'immisce dans sa vie, qui percevait comme une vie heureuse, puis tranquille. Puis, c'est quelqu'un qui trouvait que ça allait bien sa vie, puis que lui était heureux, puis il n'avait pas besoin de s'échapper dans quoi que ce soit parce qu'il était satisfait avec sa blonde, avec sa carrière de chef. C'est quelqu'un d'assez satisfait de lui. Mais en fait, cette espèce de moment-là où il va comme entrer en contact avec la fragilité, puis aussi qu'il va entrer en contact avec cette jeune fille-là qui va lui transmettre quelque chose par le regard. Ça, c'est une chose qu'on va plus comprendre vers la fin du livre. Mais ce qu'elle va lui transmettre, c'est une espèce d'éclat de lucidité tout à coup sur la vacuité de son existence, sur l'absence de lien réel ou profond qu'il a avec ses enfants. Parce que lui, il a déjà des enfants d'une union précédente avec qui il a des relations assez superficielles un peu avec son fils, puis difficiles avec sa fille. Même la famille avec laquelle il va rentrer en contact pendant l'année parce qu'il s'achète une érablière dans une espèce d'accès de « Ah, voici mon authenticité, je vais devenir un acériculteur », bien, même avec eux, c'est comme s'il se rendait compte qu'il était une enveloppe vide. Il y a comme toujours une distance, en fait. Il y a toujours une distance entre lui et les autres parce qu'il ne se connaît pas. C'est comme s'il sait à peine qui il est en dehors de son rôle social qui campe très bien depuis 20 ans. Puis pour sa blonde, bien, pour moi, ces passages à l'acte par rapport à l'infidélité, mais tout le reste, pour moi, c'est quasiment plus important, le reste de ces passages à l'acte, ces petites mesquineries qu'elle a tout à coup, parce que c'est une femme qui est tellement gentille, que tout le monde trouve tellement gentille et généreuse, et là, tout à coup, elle se met à être un peu individualiste. Elle pense à elle, puis elle devient un peu, elle manque un peu de délicatesse puis de générosité avec les autres. C'est très surprenant, ça déstabilise tout le monde, tout son entourage. Mais en fait, c'est parce que c'est comme si, quand lui arrête de jouer son rôle, elle non plus est plus capable, ou en tout cas décide de refuser de jouer son rôle, va assumer qu'elle ne veut pas d'enfant, va assumer des choses chez elle qu'elle cachait complètement sous le voile du personnage gentil et plein de sollicitude. En fait, cet accident-là va être un révélateur qui va faire en sorte que les deux vont être appelés à changer. Fanny, c'est déjà la fin. Juste un petit mot avant, quand on se quitte. Tu es aussi autrice pour la jeunesse. Oui. Tu as écrit un très beau livre, Jane Le Renard et moi, qui est un livre illustré avec Isabelle Arsenault. C'est un livre qui a gagné, je ne sais pas, des dizaines de prix, qui a été traduit dans une dizaine de langues. Dis-nous deux mots, parce que c'est quand même inspiré de ta jeunesse. Oui, bien, Jane Le Renard et moi, c'est vraiment, c'est certainement mon récit le plus autobiographique là, parmi tout ce que j'ai écrit. Ça relate vraiment un épisode que j'ai vécu quand j'avais 10 ans, un peu d'exclusion sociale, on pourrait dire comme ça, mais qui a été aussi la période où j'ai découvert la littérature beaucoup, puis le pouvoir salutaire de la littérature pour les petites filles un peu rejetées, mais pour tout le monde en fait, mais pour les petites filles rejetées, ça aide à passer à travers, disons, parce que tu te fais des amis dans les livres, et aussi la rencontre avec ma meilleure amie, en fait. C'est un projet qui a été super important pour moi, qui m'a montrer toute une autre facette de l'écriture, qui est une écriture qui est plus en retenue, parce que l'illustration en fait un grand bout. Donc, ça me permet de travailler aussi le silence puis les atmosphères. J'ai adoré ça. Puis on a fait suivre ça de Louis parmi les spectres, qui était un autre projet qu'on a beaucoup, beaucoup aimé. Puis on en a un autre qui s'en vient, pas tout à fait pareil, pas exactement dans le même esprit, mais avec Isabelle. Oui. Puis on a très hâte de vous montrer ça. Puis une pièce qui s'en vient. Oui, bien ça, c'est évidemment selon les dieux de la COVID, là, on verra. Oui. Bien, merci beaucoup pour cet entretien, Fanny Britt. Merci à vous d'avoir été là.